Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans le coup de cœur du mois de janvier. Ben oui, c'est le mois de janvier déjà 2025. Alors vous êtes sur la chaîne de l'extraordinaire Professeur Board Game. Mais moi, je ne suis que Martin Lafrenière de la zone jeux de société. Je vous souhaite un super de bonjour de la part de la zone jeux de société. Et on est ici pour vous parler de notre coup de cœur, donc du mois de janvier 2025. Tout plein de collaborateurs qui vont vous donner leur meilleur jeu du mois pour commencer cette fameuse année 2025. Et moi, je peux vous dire que déjà au mois de février, je sens que je viens de recevoir tout juste Box 2 ici. J'ai adoré Box 1, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai surtout aussi reçu Star Trek Captain's Chair que j'attendais avec tellement d'impatience. Alors, peut-être que je vais vous en reparler au mois de février pour mon coup de cœur. Mais pour moi, mon mois de janvier, c'est une autre grosse boîte, immense boîte d'un jeu que je ne m'attendais pas du tout, mais pas du tout, à aimer. Le pire, c'est que je m'étais promené dans un magasin dans le mois de décembre. Je l'ai vu. J'ai vu cette grosse boîte-là. Je l'ai pris dans mes mains dans le magasin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai reposé là et ensuite je suis revenu chez moi, j'ai regardé des vidéos, j'ai trouvé ça trop cool et je me suis relancé, donc je suis allé me le procurer au magasin et j'y ai joué au mois de janvier. Alors mon coup de cœur du mois de janvier, c'est le jeu Kinfire Chronicles Nightfall, qui est un jeu de campagne, encore une fois. Oui, je pense que plus le temps avance, en tout cas, je pense que mon année 2025 va être une année qui va être surtout qui va tourner autour du concept des jeux de campagne parce que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup ce concept-là. En arrière de moi, j'ai le jeu Aridia également que j'ai reçu, pour lequel j'ai beaucoup de plaisir. À côté de moi, j'ai Agemonia, j'ai Seven Citadel. Je trouve que c'est vraiment de magnifiques jeux qui sont bien pensés. Et Kinfire, j'ai adoré ça parce que c'est un boss battler. Et en plus d'avoir un système de livre-jeu qui, je pense, est un de mes de mon matériel de jeu de société que j'apprécie le plus et qui est une belle, je pense, qui commence à être utilisé par à peu près beaucoup, en tout cas beaucoup de compagnies pour leurs jeux. J'adore les livres-jeux, j'adore le concept du boss battler. C'est une magnifique campagne qui a une histoire pas mal cool, le fun, dans laquelle moi j'ai la chance de l'avoir Fort Teller également pour la narration en anglais. Qui est quand même très bien fait. Et c'est un deck builder. Et c'est un deck builder qui est très intelligent, avec un aspect coopératif que j'ai pas vu dans d'autres jeux. Donc, on joue une action, puis nos coéquipiers peuvent jouer une carte de boost de la même couleur que la carte qu'on a jouée. Et ça peut donc booster notre attaque, ça peut nous aider à nous défendre, ça peut nous permettre de bouger un peu plus. Ce sont des concepts que j'ai trouvé le fun, en plus de pouvoir optimiser notre deck, en plus de pouvoir gagner des coffres. Et des coffres, ça va être des coffres de différentes couleurs. Et c'est quoi le coffre exactement? C'est qu'on va piger au hasard, dans le fond, un deck de cartes, par exemple, un deck doré. Et on va découvrir les cartes et les cartes vont... C'est comme des trésors qu'on va découvrir qui vont améliorer notre deck afin de devenir plus fort, afin de pouvoir combattre des plus gros monstres. J'ai vraiment aimé ça. C'est un jeu qui va sortir en français en 2025 par une campagne de socio-financement. Donc peut-être qu'il va être disponible en boutique éventuellement parce que celui-là, je l'ai acheté en boutique. Vraiment beaucoup aimé mon jeu Kinfire Chronicle. Je vous le conseille fortement ici. Vous aimez vos jeux en français, mais attendez un petit peu. Et il va apparaître en français, ce jeu-là. Ben voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me regarder. Maintenant, on passe à tous ces autres incroyables collaborateurs. Je vous souhaite un magnifique mois de février. Donc, le coup de cœur du mois de janvier à l'île-aux-jeux, c'est Toriki, l'île des naufragés. C'est un jeu coopératif pour toute la famille là, à partir de 8 ans. C'est un jeu où est-ce qu'on va être dans la peau d'explorateurs, de naufragés, en fait, là, sur une île déserte. Et il va falloir survivre, coopérer pour explorer l'île et réussir à trouver la solution pour sortir vivant de cette île-là. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé parce qu'il va mettre à profit l'ingéniosité des joueurs. On va devoir construire des objets,
explorer, réfléchir à ce qui nous entoure puis ce qui est sur l'île. Chaque case va nous apporter des pistes, chaque endroit qu'on visite va nous offrir des possibilités. Il va falloir mettre ça ensemble en équipe pour être capable de trouver la solution finale. Donc, c'est un jeu qui va s'utiliser avec une application qui est très bien faite, qui ne prend pas trop de place dans le jeu néanmoins, mais qui permet de sauvegarder notre partie de jour en jour. Parce que moi, j'ai réussi là, en un peu plus d'une semaine avec les enfants de 6 et 10 ans. Mais ça faisait longtemps qu'un jeu comme ça n'avait pas fait l'unanimité chez nous. C'est un très beau matériel également, j'ai trouvé. C'est très immersif. Et toute la famille a vraiment aimé ce jeu-là. Donc, c'est facile aussi, pas grand-chose à lire. Là. Vous partez l'application, vous commencez à jouer, puis tour après tour, là, ça s'apprend tout seul. Donc, c'est Toriki, l'île des naufragés, pour 1 à 4 joueurs. Pour des parties qui peuvent se jouer à coup de 15-20 minutes, on sauvegarde et puis on est prêt à repartir au même endroit à partir du lendemain. Donc, Toriki, l'île des naufragés, un coopératif, 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Bonjour, moi c'est Martin de l'Atelier du Meeple et merci au professeur Board Game de nous recevoir pour ses coups de cœur du mois de janvier 2025. Au mois de janvier, j'ai ressorti Veil of Eternity. Pourquoi? Parce que j'ai acheté Artifacts, l'extension. Et c'est un jeu que j'ai acheté, que j'ai aimé, que j'ai joué pas beaucoup, mais là, ça m'a vraiment redonné le goût de le ressortir et j'ai adoré. Veil of Eternity, c'est un jeu où vous devez dompter et créer devant vous un tableau où il y a surtout des dragons, puis toutes sortes de bêtes fantastiques, tu vois. Mais en fait, c'est une course. C'est une course au point. C'est une course à 60 points. Et à votre tour, vous allez en draft de serpent. Si vous voulez aller d'un côté, rendu au bout, on revient. Choisir des cartes en mettant votre jeton dessus. Et après ça, vous pouvez brûler la carte pour avoir des gems, des joyaux qui valent un certain montant et qui vont vous servir à payer la mise en jeu de ces bêtes fantastiques-là. Mais vous n'avez pas le droit d'avoir plus que 4 joyaux. Peu importe la dénomination, que ce soit des 1, des 3, des 6, on s'en fout. Vous n'avez pas le droit d'en avoir plus que 4 tout le temps. Fait que ça demande une gestion particulière de la ressource dans ce jeu-là qui est extraordinaire. C'est assez rapide comme jeu dans son gameplay. Ça peut être ralenti par des joueurs qui veulent vraiment être sûrs de prendre les meilleures décisions un petit peu. C'était déjà pas long, mais pour le type de jeu, c'était un petit peu long. Artefact, ça rajoute quoi? Ça rajoute, en fait, des petits pouvoirs spéciaux. Fait qu'en plus de drafter les cartes, vous allez drafter aussi ces petites tuiles-là qui vont vous donner un pouvoir spécial. Ça rajoute des cartes, ça rajoute un tas d'affaires intéressantes et ça ralentit pas le jeu davantage. En fait, c'est comme si au lieu de drafter 3 affaires à chaque tour, vous en draftiez 3 finalement. Fait que c'est intéressant pour l'effet. Ça ajoute un peu de rejouabilité. Cette fois-ci, la course, au lieu d'être le premier à 60 points, c'est le premier à 80 points. Fait que c'est un petit peu plus long, oui, au niveau des points, mais votre engin va lentement devenir de plus en plus puissant. Cette petite construction d'engin-là, elle est cute, elle est fun, elle est rapide. Ça vaut la peine. Si vous n'avez pas joué à Veil of Eternity, je vous le conseille. Avec son extension Artifact, c'est encore mieux. Salut les matelots, Sam de Board Game Duel, de retour pour les coups de cœur. Et pour le mois de janvier, mon choix s'est arrêté sur le jeu Pirates de Maracaibo. Donc c'est le spin-off de Maracaibo, mais à part que d'avoir un thème un peu similaire puis une iconographie qui se ressemble, c'est pas du tout le même jeu. C'est un jeu je dirais, de course puis de construction de tableau. Là. On va améliorer notre petit bateau pour se donner des bonus aux actions qu'on fait. Puis dans le fond, quand c'est notre tour, on va avancer notre bateau dans les Caraïbes. Il va y avoir comme un tableau de cartes qui va faire la map, si on veut. Puis on peut avancer de 1 à 3 espaces. Puis on va faire l'action de l'espace sur lequel on arrive. Puis là, ces actions-là vont nous permettre de progresser sur une piste d'exploration, d'accumuler des trésors, d'acheter des cartes pour se donner des nouvelles habilités, des petits bonus quand on fait certaines actions. Donc c'est un beau petit jeu d'optimisation, puis
Puis il y a aussi un aspect course, parce qu'on peut avancer de 1 à 3 cases, mais là, plus on avance vite, plus on peut se rendre à Maracaibo, puis faire l'espèce d'action bonus de fin de ronde qui est plus forte. Puis là, si les autres sont proches derrière nous, ben, ils vont pouvoir la faire eux aussi, mais si on va beaucoup plus vite qu'eux, ben, ils vont peut-être manquer cette opportunité-là. Fait que des fois, c'est de se dire, ah ben, moi je vais pas aller vite, mais je vais faire beaucoup d'actions, mais peut-être que les autres vont faire en sorte qu'on n'aura pas le temps de faire tout ce qu'on veut pour qu'on puisse aller gagner notre partie. Puis c'est un peu salade de points, là. Donc, il y a plein de façons d'aller faire des points. Il y a une petite touche d'interaction intéressante avec les différents trésors qu'on peut aller ramasser, là. Plus les joueurs en ramassent, moins ces trésors-là valent cher. Donc, on peut aller comme plomber la valeur des trésors des autres en allant en chercher nous autres aussi. Quand même intéressant. Donc, beaucoup moins long à jouer que son grand frère, mais une expérience très le fun. Pirate de Maracaibo, ça faisait longtemps qu'il était sur ma pile, puis je l'avais pas sorti, puis j'ai joué plusieurs fois depuis que je l'ai sorti. Facile à expliquer. Ça se joue quand même en dedans d'une heure. Donc, un très bon jeu. À la prochaine! Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Et Yannick pour la chaîne Le Temps d'un jeu. On voulait remercier Professeur Boardgame de nous avoir invités en fait à sa chronique les coups de cœur du mois de janvier. De mon côté, pour mon coup de cœur, en fait, c'est pas un jeu qui est nécessairement récent, mais que j'ai joué à quelques reprises au mois de janvier. En fait, c'est Capitaine Sonore. Donc en fait, Capitaine Sonore, c'est un jeu de 2 à 8 joueurs qu'on peut jouer soit en temps réel ou en tour par tour, mais dans sa façon optimale, c'est mieux de le jouer en temps réel. Donc à son maximum, en équipe de 4 contre 4, on incarne chacun un rôle et c'est un peu un battleship en fait en temps réel où on doit chasser le sous-marin et essayer en fait de le détruire en fait avec nos différents armements. Donc chaque en fait coéquipier incarne un rôle. On a le capitaine qui fait avancer le bateau, on a le second maître qui gère l'armement, l'ingénieur qui répare en fait le sous-marin et le coordonnateur qui essaye de repérer en fait les coordonnées de l'autre sous-marin et qui essaie de donner des indications pour savoir où est le sous-marin pour qu'on puisse être en mesure de le détruire. Donc on n'a pas le choix. Chaque membre de l'équipage en fait est important et tout le monde doit se coordonner pour détruire le sous-marin adverse. Fait, c'est un des seuls jeux que je connais où, quand on gagne, les 4 personnes se lèvent debout et disent « Let's go! » On l'a détruit. C'est vraiment satisfaisant comme travail d'équipe qu'on a à faire. Puis, ça va vraiment très vite. Il faut vraiment que tu sois attentif à tes affaires. Et quand le capitaine, en fait, donne des coordonnées, tu as 2 autres personne de son équipage, il faut qu'il donne le hockey avant de pouvoir poursuivre. Donc ça va vraiment très vite, c'est un jeu de chat et souris et le premier qui détruit l'autre l'emporte. Fait que une belle frénésie alentour de la table, vraiment une belle ambiance. Fait que de mon côté, pour mon coup de cœur du mois de janvier, Capitaine Sonore. Pour ma part, j'ai joué à quelques jeux aussi nouveaux au mois de janvier et mon coup de cœur du mois de janvier, ça a été Black Forest. Donc Black Forest, on va incarner un verrier à l'époque du Moyen-Âge et puis on va se promener dans la forêt noire qui est une forêt en Allemagne, de village en village pour faire travailler des ouvriers pour pouvoir nourrir notre famille et puis alimenter notre ferme et pouvoir aussi avoir des ressources pour fabriquer notre verre. Donc on va se promener, donc je disais, de village en village et pour acquérir des ressources sur une roue de ressources. C'est un système que j'avais pas encore vu, me semble. Un système très intéressant. Oui. On va avoir nos ressources de base d'un côté et puis les ressources transformées de l'autre. On va utiliser nos ressources de base pour avoir des ressources transformées. Donc c'est un principe intéressant où il va falloir faire attention à nos ressources parce qu'on peut se dire j'ai telle et telle ressource pour pouvoir aller chercher une tuile qui va me favoriser, qui va me donner encore plus de ressources pour pouvoir progresser dans le jeu, mais une fois qu'on a utilisé nos ressources, on les a plus. Donc il faut être très attentif à nos ressources. Que dire de plus? C'est un jeu intermédiaire, c'est pas un jeu très compliqué, donc ça se joue très facilement, les parties sont pas très longues. Une belle boîte minimaliste comme je les aime. Mon coup de cœur du mois de janvier, Black Forest. Salut tout le monde, donc Mike Desrois-Trèfle ici. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, c'est sans surprise pour vous quand je vais vous dire que mon coup de cœur du mois de janvier, c'est Star Trek Captain's Chair. Donc ce jeu ici, c'est un jeu qui se joue de 1 à 2 joueurs. C'est principalement le jeu Imperium. Vous savez, le jeu des civilisations, le jeu de cartes de civilisation. La même chose ici, je vous dirais de 85%, c'est les mêmes mécaniques, peut-être même 90%. Il y a certaines choses qui ont changé un petit peu dans ce jeu-là, donc c'est un petit peu plus simple de compter les points, vous allez avoir là un petit peu moins de choix pour l'offre.
Mais par contre, vous allez avoir des petites mécaniques comme par exemple, là, vous allez devoir explorer des planètes. Puis les planètes peuvent être contestées là, entre les joueurs. Donc, il va y avoir des contestations pour aller chercher ces points-là. Mais ce qui m'a vraiment impressionné dans ce jeu-là, c'est que chaque carte a une thématique Star Trek de ce qu'elle représente. Si je peux vous donner un exemple, le commandant Riker dans ce jeu-là, si vous l'avez comme duty officer, comme officier en commandement qui est là à tous les tours, qui va accompagner votre capitaine, à tous les tours, il va vous chercher un lingot d'or qui est un latinum. C'est une des ressources dans le jeu que vous avez. Il y a des cristaux, il y a des latinum qui est principalement là, un lingot d'or. Puis, vous avez des points de gloire à qui vous pouvez changer ça pour un des deux autres ressources. Mais bref, juste pour revenir à la thématique d'un commandant Riker, c'est qu'à chaque tour, il va vous le donner un latinum, un lingot d'or, ce qui représente un petit peu ses habiletés au poker, qui va chercher de l'argent tous les tours. Vous avez aussi le Ferengi Quark, entre autres, qui lui, à chaque fois que vous transigez avec du latinum, il va vous en donner. Donc, comme je vous dis, chaque carte est vraiment thématique pour ce qu'elle représente. Puis, dans ce jeu-là, ici, on va se situer un peu partout là, sur le lignée de temps de Star Trek. Vous allez avoir des trucs avec Cisco, puis évidemment Picard. Vous allez avoir aussi des choses avec, là, dans la série Enterprise, donc un petit peu de prequel. Les cartes sont un petit peu partout. Donc, la prémisse de ça, c'est que ça vous met dans une simulation où ce qui prend tous les éléments de Star Trek puis vous donne ça. Là. Il y a plusieurs modes de jeu là-dedans. Ce qui m'a aussi étonné, c'est qu'il y a un mode campagne inclus dedans. Donc, vous avez un mode pratique si vous voulez vous remettre dans le jeu parce que quand même, c'est complexe ce jeu-là. Donc, il y a un mode pratique. Vous avez un mode solo contre un bot. Puis, vous avez un mode 2 joueurs, donc quand vous jouez face à face. Mais il y a aussi une campagne là-dedans, une campagne de 5 parties. En fait, c'est pas 5 parties, c'est une campagne où vous devez gagner 5 fois. Donc, autrement dit, si vous prenez un des 6 capitaines qui vous fournit dans la boîte, vous devez gagner contre les 5 autres. Okay? Donc, puis avec ça, à chaque fois que vous avez une victoire, vous allez chercher des cartes qui vont vous aider. Votre paquet va être là, meilleur la prochaine fois, et ainsi de suite. Donc, bref, un super jeu. Je vous dirais là, que vous avez beaucoup de contenu dans la boîte. Puis après avoir joué quelques parties, je voudrais que j'attends avec impatience là, l'extension, quand je suis certain qu'ils vont en faire une extension pour ce jeu-là, un peu comme ils ont fait avec Imperium. Si on est chanceux aussi, il va y avoir probablement une traduction française, donc on se croise les doigts. Donc, c'est mon coup de cœur pour le mois de janvier, Star Trek Captain's Chair. Donc, à la prochaine tout le monde! Coup de cœur de ce mois-ci, as-tu une idée? D'après moi, ça va être d'Azul. Ah non, ben oui, mais je voulais parler avant tout du jeu City qui était mon coup de cœur. Mais comme toi, tu n'y as pas encore joué parce que tu n'as pas trop compris les règles, on ne peut pas vraiment en parler. Alors, Heureusement, j'ai un bon ami qui va pouvoir expliquer les règles. Il est juste pas ici en ce moment. exact. Mais en C'est fait, une autre chaîne. c'est ça. Lui, Sylvain. Alors, le coup de cœur de ce mois-ci, es-tu en train de me dire que c'est Azul? On va perdre tout le monde? Parce que Azul date de quand même de quelques années. C'est quand même un très bon jeu. C'est un très bon jeu, oui, mais c'est pas de celui-là qu'on veut parler. Non. C'est de qui? Azul Duel. Surprise! Surprise parce que le jeu n'est pas encore disponible en magasin. D'ailleurs, il va l'être sous peu dans les prochaines journées. On retrouve les mêmes points qu'on aimait beaucoup dans les jeux Azul, mais on a beaucoup plus de choix, la mécanique est plus poussée et ce qu'on apprécie particulièrement, c'est qu'on peut, de temps à autre, nuire à son adversaire. Ce que j'aime aussi, c'est toujours qu'on retrouve les mêmes tuiles. Au lieu d'être carrées, elles sont rondes, ici de toutes les couleurs. On retrouve aussi on appelle ça des dombes. Hein? Puis à quoi qu'ils servent les dombes? Alors, dans Azul Duel, on va venir créer nous-mêmes notre plateau. Alors, c'est nous qui allons devoir réfléchir ou positionner nos plateaux de façon stratégique. Et on retrouve d'ailleurs des objectifs recto-verso, 8 au total, qui viennent agrémenter, et ils ne sont pas si simples à faire. Une autre nouveauté, on retrouve les fabriques. C'est l'endroit où on va aller disperser les tuiles, où on va aller les sélectionner. Mais contrairement aux jeux d'Azul traditionnels, les tuiles n'iront pas dans le milieu. Il va y avoir un empilement à faire. Donc, encore une fois, le joueur va devoir user de stratégie, regarder qu'est-ce qu'il y a dans le jeu adverse pour bien empiler les tuiles. Et autre nouveauté, on retrouve des petits jetons qu'on va pouvoir récupérer au cours de la partie. Alors, il y a plusieurs couleurs là-dessus. Alors, vous allez pouvoir déterminer si vous voulez choisir le jaune, le bleu, le rouge. Ce sera une aide précieuse pour compléter une ligne. C'était le coup de cœur de la page de C'est à ton tour.
Ah, mais c'est tranquille, vas-tu rester comme ça longtemps? Catatonie. Sais-tu ce que ça veut dire? C'est en plein ça. Ça peut durer des heures. Je t'amènerai pas à l'hôpital pour qu'on te déprenne de là, ça c'est sûr. Salut, à mon tour de vous parler de mon coup de cœur de janvier 2025. Mon coup de cœur revient au jeu Honey Buzz. Thématiquement, ce jeu de Paul Salomon, vous êtes des abeilles et vous allez devoir vendre votre miel au marché, préparer des commandes. La thématique est vraiment le fun. C'est un jeu de placement d'ouvriers, étant ici des abeilles. Vous allez aussi devoir faire de la pose de tuiles pour créer votre ruche. C'est ce qui va déterminer aussi vos actions. Et vous aurez aussi une gestion de ressources du nectar, du pollen et du miel. Le jeu est vraiment magnifique. J'ai la chance d'avoir une version de luxe et chaque composante là, est vraiment super beau. On a même ici des petits sacs remplis de pollen pour remplacer le pollen. Mais sinon, là, même dans la version de base, le pollen est beau et aussi le miel. Regardez ça. Dans la version de luxe, on a aussi une belle cuillère à miel là, pour déterminer le premier joueur. On a aussi des tuiles en plastique pour remplacer celles cartonnées. Et bien sûr, les illustrations d'Anne Heidseek sont vraiment magnifiques. Le jeu est à la fois simple à jouer, tout en ayant une complexité dans sa stratégie. Dans un tour de jeu, vous avez deux choix. Placer une abeille pour aller chercher une tuile qui vous donnera une action supplémentaire ou rapatrier vos abeilles. Lors de la pose de tuiles dans votre ruche, si vous formez un alvéole, vous pourrez réaliser toutes les actions se trouvant autour. Vous pourriez par exemple aller butiner pour prendre le nectar qui a les lignes rouges disposées de la même façon que votre alvéole. Avec l'éventail, vous pouvez créer le miel, aller au marché pour vendre votre miel au prix affiché et ainsi faire baisser le prix du marché ou remplir une commande. Remplir une commande demande plus de miel, mais ça vous donne droit à une action supplémentaire. Il y a aussi les événements de l'abeille reine qui sont ici une course aux objectifs et à la fin de la partie, les joueurs ayant accumulé le plus de points gagnent. C'est un jeu à la fois accessible pour les débutants, mais suffisamment complexe pour les joueurs un peu plus expérimentés. Moi, personnellement, je le recommande fortement. Il y a même un mode solo, c'est vraiment bien. Et notez qu'il existe aussi des extensions pour encore plus de fun. Voilà, c'était mon coup de cœur de janvier 2025. J'espère que cette suggestion-là vous a plu. Si vous y avez joué, écrivez en commentaire qu'est-ce que vous pensez, vous, de Honey Buzz. Et maintenant, je laisse ma place au suivante. Bye! Bonjour tout le monde, c'est Antoine de Balado Ludique et de Studio Locomuse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon coup de cœur du mois de décembre. Et c'est Bomb Busters, oui, excusez l'autre bord. Donc, Bomb Busters, détrompez-vous, le look de la boîte fait un peu jeu pour enfants. Ce n'est pas vraiment un jeu pour enfants, c'est un jeu de déduction où on doit aller désamorcer des bombes. La beauté de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu coopératif de déduction, ce qui est assez rare, en fait, sur le marché en ce moment. C'est un jeu de Hisashi Hayashi, qui était un auteur, en fait, un peu plus connu pour Yokohama, entre autres. Donc la deuxième édition qui vient de sortir tout récemment, qui est superbe. Mais Bomb Busters, en fait, la beauté, c'est que c'est un jeu coopératif, mais qui se joue aussi bien à 2, 3, 4 ou 5 joueurs. Donc, un jeu de déduction à 2 joueurs, vous allez me dire comment ça fonctionne, mais en fait, ça fonctionne merveilleusement bien. J'ai joué déjà 16 parties en décembre, donc ça a été mon jeu coup de cœur vraiment. Parce que ce qui est bien aussi, c'est en plus, c'est que vous avez des trucs à développer, donc c'est un jeu évolutif qui va ajouter des complexités, ajouter des règles, avoir des variantes. Là, je ne veux pas rentrer dans les spoilers, mais ça rajoute vraiment beaucoup de rejouabilité et de variation entre les missions. Et il y a 66 missions à faire dans le jeu. Donc, chacune va vraiment être différente, amener ses petites variations et ce petit tweak aux règles. Sérieusement, allez voir ça, c'est un superbe jeu. Il se détaille une $50 en plus, c'est vraiment pas cher pour la quantité de contenu que vous avez dans ce jeu-là. Je vais vous parler aussi de mon coup de cœur de l'année et en fait, Jay de Cardboard East m'a devancé en octobre là-dessus. C'est
Cat and the Tower. Cat and the Tower, c'est un jeu de dextérité, donc vous allez devoir en fait, enfin encore là, c'est un jeu coopératif, important de mentionner. L'auteur, c'est Masakazu Takizawa. C'est sorti chez Arclight au Japon. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il soit encore disponible en d'autres langues que le japonais. Il était disponible à SN aussi en anglais. Je l'ai trouvé sur Amazon Japon pour les curieux. En fait, c'est ça, c'est un jeu qui va faire penser à Rhino Hero dans le sens qu'on doit monter une tour, mais on doit aider Toto, ce petit chat ici noir, à grimper la tour. L'histoire du jeu, en fait, c'est que le chat veut aller rejoindre sa mère, qui est partie rejoindre les étoiles, donc il voit une tour et veut monter dans la tour pour aller voir sa mère une dernière fois. Donc, la beauté du jeu, c'est que les murs que vous devez monter, en fait, pour monter les étages. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais les murs ne sont pas de la même hauteur. Donc, ce que ça va faire, c'est quand vous allez monter vos étages, c'est que les étages vont faire aller la tour comme ça, et de tous les côtés. Et c'est vraiment ça la beauté du jeu. Cette petite variation-là, des fois c'est 1 ou 2 mm de différence entre les murs, ce qui semble très peu, va faire vraiment tout débalancer la tour. Et là, vous allez avoir des petits jetons de chat comme ceci, donc ils sont super cute en plus, de différentes couleurs, différentes positions. Et ces petits jetons de chat-là, vous allez avoir des objectifs pour faire monter votre chat noir dans la tour. Par contre, ces chats-là sont extrêmement importants dans le sens qu'ils vont aussi vous aider à stabiliser votre tour, donc faire des contrepoids. Donc, vraiment les utiliser aux bons endroits, au bon moment, c'est un petit bijou de jeu. Donc, vous allez jouer jusqu'à temps que la tour s'effondre. Idéalement, il faut se rendre au 10e étage avec Toto, donc avec le chat noir. Et en fait, le chat va nécessairement réussir son objectif dans le sens qu'il va se retrouver avec sa mère dans les étoiles parce que quand la tour va tomber, ben Toto va s'écraser à terre, donc il va nécessairement mourir. Donc quand on y pense, c'est une thématique un peu dark. Mais ça reste quand même mon coup de cœur de l'année. C'est un superbe jeu. Le matériel est merveilleux et ça tient dans une toute petite boîte grosse comme ça, donc c'est vraiment merveilleux comme petit produit compact. Merci beaucoup et bonne année 2025. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et je te présente mon jeu coup de cœur pour le mois de janvier 2025 qui va être le jeu Aridia de Pat You Dare Tread, un jeu de Cody Miller produit par Far Off Games. C'est le gars qui nous avait présenté le jeu Xayah il y a maintenant quelques années, qui est un très bon jeu aussi. C'est un jeu coopératif, c'est un jeu principalement d'exploration avec beaucoup de combats aussi. C'est un jeu, ça va être très difficile d'essayer de résumer ça en 2 minutes, mais on va faire ce qu'on peut, ça va sûrement dépasser un peu, je m'excuse. C'est un jeu, dans le fond, qui va amener beaucoup d'idées particulières, mais il va vraiment mettre l'accent sur l'aspect exploration, aspect RPG du jeu. Fait que tu vas te promener sur une espèce de grande map, là, puis quand tu vas te promener, tu vas révéler des tuiles sur cette map-là, puis le matériel, il est super bien fait, c'est un matériel en 3 épaisseurs, fait que tu peux vraiment peser sur la tuile pour qu'elle tourne sur le côté, puis tu l'enlèves, puis tu la remettes de l'autre côté, puis tout se tient bien en place. Puis ces lieux-là vont souvent faire référence à différentes cartes dans le jeu quand tu vas aller là. Fait que tu vas sortir différentes tuiles de différentes tailles, puis sur lesquelles tu vas pouvoir prendre un mini de ton personnage, puis te promener sur cette tuile-là, puis aller interagir avec des NPC, des personnages non-joueurs, aller interagir avec des points d'intérêt, où tu vas pouvoir lire du texte, jaser avec des gens, tu vas avoir des options de conversation, ça va débloquer du stock. T'as pas vraiment, c'est pas un jeu où tu vas avoir une trame narrative majeure et importante, c'est un jeu de side quest, fait qu'on est des exilés qui tentent de se racheter pour quelque chose qui s'est passé, fait qu'on se promène de village en village en accomplissant diverses tâches pour les villageois, aller vaincre des monstres qui terrifient, aller aider des marchands qui sont attaqués par des pirates, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment un jeu qui est axé, là, je le souligne beaucoup, sur l'exploration, la découverte. Là. Tu vas avoir plein de cartes qui vont être données, qui vont dire garde cette pierre magique-là, quand tu vas rencontrer tel mot-clé à un moment donné, ben là, va chercher telle carte événement, puis ta pierre magique, tu vas apprendre quelque chose sur elle, puis ça va te permettre d'ouvrir une porte secrète quelque part. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis le système évolue extrêmement bien. C'est facile. Tu as vraiment des grosses séries de cartes. Puis ça va te dire tel NPC, une fois qu'il a appris telle information, tu enlèves sa carte, puis tu la remplaces par une nouvelle carte NPC. Fait que quand tu vas rejaser avec ce personnage-là, il ne te dira plus les mêmes affaires. Il va te faire découvrir de nouvelles informations, etc. Puis là, je t'ai même pas encore parlé de l'aspect de combat, qui est super intéressant aussi, qui est très difficile par contre, mais qui est super intéressant, où le jeu va te proposer un système de combat qui est littéralement directionnel. Tu vas avoir des jets de compétences à faire
faire quand tu attaques. C'est un déplacement tactique sur un plateau assez classique. Mais les armes et les pouvoirs que tu vas activer vont faire des dégâts qui vont avoir des directions en tant que telles. Puis les cartes d'ennemis vont avoir des dégâts qui sont également représentés en direction. Fait que si tu frappes de gauche à droite, 3 de dégâts, tu vas aller placer des jetons de dégâts sur la carte d'ennemi en les mettant de gauche à droite, en sautant par-dessus les cases qui sont déjà abîmées. Si tu frappes certaines cases, tu vas aller chercher des bonus particuliers. Fait que c'est vraiment quelque chose d'original dans le combat. Puis je termine rapidement en disant que le jeu est extrêmement ergonomique. Tout se sert bien, tout est fait. Là. Il y a des sleeves pour les personnages pour que tu sers les cartes puis que tu gardes tout en mémoire. L'évolution des personnages est aussi intéressante. Tu trouves du nouvel équipement, des nouveaux pouvoirs. La façon que tu débloques des pouvoirs, c'est intéressant aussi. Quand tu apprends un nouveau pouvoir, il n'est pas directement maîtrisé. Il te donne un objectif à atteindre. Puis quand tu atteins cet objectif-là, là, tu maîtrises un nouveau pouvoir que tu peux utiliser. Fait qu'il y a vraiment énormément de choses. Là. C'est dur à résumer, mais il y a une vidéo qui va sortir bientôt que je connais quelqu'un présentement bien orange qui va essayer de te l'expliquer plus en détail que ça. Tu surveilleras ça, mais pour l'instant, coup de cœur, Aridia. Bonjour à tous, c'est Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Merci David de m'inviter une fois encore dans ce segment des coups de cœur. Ça me permet de vous parler du tout premier de l'année 2025. En ce qui me concerne, Naishi. Naishi, c'est un jeu de construction de tableaux pour 2 personnes dans lequel vous allez avoir des cartes dans un ordre imposé devant vous et vous allez devoir les échanger contre des cartes de la rivière afin de rendre votre ensemble le plus fort possible. Chaque carte marque des points d'une manière particulière et il vous faudra les organiser dans le bon ordre pour maximiser vos chances de remporter la partie. Mais pas de panique, si des cartes ne sont pas dans l'ordre que vous le souhaitez ou si vous souhaitez inverser des cartes de votre main ou de celles qui sont devant vous, vous avez des émissaires pour le faire qui vous permettent d'échanger la position de 2 cartes, de la rivière, de votre main ou de celles qui sont posées devant vous. Si vous voyez que votre adversaire commence à avoir une stratégie un peu trop marquée, vous pouvez également envoyer un émissaire afin de supprimer des cartes de la rivière et éventuellement obliger votre adversaire à revoir sa stratégie. Ce que j'aime particulièrement dans Naishi, c'est qu'il va falloir s'adapter et à chaque fois se renouveler sa stratégie afin de marquer un maximum de points. La fin de partie peut être déclenchée au tour de n'importe quel joueur ou elle prend fin automatiquement si 2 piles de la rivière sont vides. Donc la fin de partie peut arriver quand même très très vite et on peut avoir un avantage à déclarer la fin de partie quand on le souhaite. Naishi, c'est un jeu extrêmement malin puisqu'il n'y a que des icônes, c'est très facile à prendre en main, mais niveau stratégique, il y a une dimension réelle qui existe et qui est fortement à exploiter. Les parties sont hyper courtes, environ une 20aine de minutes maximum, ce qui fait qu'on peut y rejouer un nombre de fois incalculable et c'est d'ailleurs ce qui nous est arrivé ici en le découvrant. Le jeu est également disponible sur Board Game Arena, donc vous pouvez d'ores et déjà l'essayer en ligne avant pourquoi pas de lui donner un coup d'essai en vrai. Quoi qu'il arrive, ne vous laissez pas avoir par son tout petit format parce que à l'intérieur de la boîte, il y a vraiment du lourd et je vous suggère fortement de l'essayer. Salut tout le monde, moi c'est Samir de la communauté Patreon de Professor Board Game. Merci David pour les coups de cœur du mois. Et mon coup de cœur pour le mois de janvier, c'est nul autre que Pirates of Maracaibo. Je suis un énorme fan de Maracaibo, son grand frère. C'est mon 2e jeu préféré de tous les temps. Et j'avais de grandes attentes sur celui-là et j'ai pas été déçu du tout. C'est vraiment un excellent jeu qui me permet de me rappeler un petit peu les petites sensations que j'adore dans Maracaibo. Tout en étant un peu plus simple, un petit peu plus rapide à jouer. Il va jamais détrôner mon 2e jeu préféré, Maracaibo, mais ça fait plaisir de l'avoir dans ma ludothèque. Admettons que j'ai un petit 45 minutes, 1 heure à jouer, ben c'est celui-là que je vais sortir de temps en temps. Donc comme ça ici vous avez une petite vue d'ensemble un petit peu du plateau qui est représenté par des cartes de notre plateau joueur qui est en fait un bateau ici du plateau de Maracaibo dans lequel on a aussi des points de victoire. Comment ça se joue? On avance un peu notre bateau, on arrive sur une carte et en arrivant sur une carte on peut faire un certain type d'action. Il y a différents types de cartes dans le jeu. Ici par exemple j'ai gagné des pièces et je vais pouvoir améliorer mon navire parce qu'on peut améliorer son navire pour gagner différents bonus. On peut lui mettre une proue. Ici chaque carte va me coûter une pièce de moins. On peut aller creuser pour mettre des trésors sous terre dans notre
heal, et ça c'est vraiment le fun, et ça nous donne des petits bonus. Ce qu'on peut faire également, c'est faire des raids. Donc on lance les dés, on va prendre un dé, on peut choisir. Moi ici je choisis le dé jaune, et je vais faire le raid avec le dé jaune. Et puis le but c'est de gagner des points de victoire. Et donc voilà, c'était tout pour moi. Merci encore David, et à toute la communauté de Professor Board Game. Je vous dis bon jeu. Achetez ce jeu, il est vraiment cool, et amusez-vous bien sur d'autres jeux de société. Salut les gamers, pour mon coup de cœur du mois de janvier 2025, je vais y aller avec le jeu Undaunted Stalingrad, qui est en fait la version Legacy du système de jeu Undaunted. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs de type tactique et de deck building. Donc on va avoir des cartes qui vont représenter les unités qu'on va déplacer sur le plateau, mais qui représentent aussi les points de vie de nos unités. Dans celui-là, ce qui est particulier, c'est qu'on va jouer une campagne sur plusieurs parties. À chaque partie, on va avoir des modifications permanentes sur nos cartes. On va avoir des soldats qui vont se blesser, donc ils vont perdre des habiletés. Il va y avoir des soldats qui vont gagner de l'expérience, qui vont gagner des habiletés. On va aussi s'affronter pour contrôler différents points stratégiques dans l'histoire. Chaque joueur va avoir son livre d'histoire à lire avant chaque mission. Donc un joueur va jouer l'Allemagne, un autre joueur va jouer les Russes. Et on va avoir à lire notre briefing chacun dans notre livre. Et après ça, on va avoir notre objectif de mission. Dépendamment qui gagne la mission, qui perd la mission, ça va changer la trajectoire un peu de l'histoire et ça va changer les objectifs de la prochaine mission. Et on va gagner au fur et à mesure des nouvelles unités, éventuellement des véhicules aussi qui vont embarquer là-dedans. Donc vraiment une belle évolution de ce système-là. C'est un jeu aussi qui est très tactique. J'aime la fusion entre le deck building et le déplacement justement sur le plateau. C'est un jeu très améritrage parce qu'on a aussi des lancers de dés avec des dés 10 pour savoir quand on va réussir à faire des points de dégâts à nos adversaires. Et il y a un côté très tactique aussi d'attaquer les unités qu'on pense que notre adversaire a dans les mains parce que c'est ces cartes-là qu'il va perdre en priorité. Fait que si je joue avant lui dans l'initiative, ça va lui faire perdre des cartes, donc il ne pourra pas activer ces unités-là. Fait qu'il y a vraiment plein de petits côtés tactiques qui sont intéressants dans ce système de jeu-là. Et là, on ajoute un côté legacy, donc j'ai bien hâte de continuer ma campagne. Donc on a fait les 3 premières parties lors de notre première séance de jeu. Donc des parties d'environ 45-60 minutes, fait que ça s'enchaîne très bien. Donc mon coup de cœur pour le mois de janvier est Undaunted Stalingrad. Encore une fois, merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices qui ont participé au segment coup de cœur. Donc j'espère que vous avez eu des belles suggestions à l'intérieur des jeux qu'ils vous ont nommés. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de février 2025. Donc, pour participer, c'est simple. Vous n'avez qu'à répondre à la question du jour. Et aujourd'hui, c'est la question du jour. Quel est votre jeu coup de cœur du mois de janvier 2025? Bon, vous nous écrivez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo. Pour terminer, j'ai une petite surprise pour vous, donc je vous laisse avec notre invité surprise, quelqu'un qui est très connu dans la communauté des joueurs, un auteur, un éditeur de jeux et aussi un YouTuber qui a accepté l'invitation de participer à notre segment coup de cœur pour vous présenter sa découverte du mois. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer. Hey, I'm Jamie from Stonemaier Games, and I am delighted to be invited to share what my favorite new-to-me game of January 2025 is. And while I am a little bit biased to Finspan, the new release from Stonemaier Games, I'm going to pick a not a Stonemaier game for this list, as much as I love Finspan. I think the new non-Stonemaier, new-to-me favorite game from January 2025 is Windmill Valley. This is a 1 to 4 player, I played it at 4 players, 1 to 4 player Euro game where you are manipulating a windmill as your action dial. So it's kind of 2 gears that you're manipulating, and wherever these arrows point, those are the 2 actions you can choose from. There's a lot of cool stuff that goes into this gear. It's both an action selection mechanism. It can affect the pace of the game depending on how many times this little red part crosses over that line. That can speed up the game or slow down the game if you have it proceed very slowly. You can manipulate how the wheel turns in other ways too. There's these tokens that you can discard to move the wheel forward or backward. And you can even place tiles on these sections. This is a dual layered gear here. You can place tiles on these sections to upgrade them. You can completely replace actions or make actions better. There are even actions that let you take both actions instead of just one.
I love that upgrading sense of the game. There's a really nice sense of progression in this game. Beyond the gear, there's a lot of different little mini games in Windmill Valley, and all of them, and this is the thing that I love about the game, all of them are very rewarding. They often give you more than one rewards, more than one benefit when you take an action. And that always feels good in a game. It's one of the things that I designed the game Scythe around, the idea that on your turn, you gain multiple benefits, multiple powerful benefits, even on a fairly short turn. So I do love that rewarding aspect of Windmill Valley, and especially the gear action selection and how you upgrade it. So yeah, Windmill Valley is my favorite new-to-me game of January 2025, aside from the Stonemaier game, Finspan. Thanks.